Loïc, tu peux baisser un petit peu la guitare du retour, s'il te plaît? Comme une guitare, un tout petit peu. Ah, bien. C'est encore fort. Un des représentants du conseil, alors ça s'appelle CESE, mais en fait c'est beaucoup plus long que ça, je m'en suis aperçu. Donc le conseil social et écologique, mais c'est aussi travail, c'est aussi le social, etc. Il est co-rapporteur d'un dossier dont il va nous parler. Et il va faire certainement la relation avec notre combat. Serge Théo. Oui, je suis très heureux d'être parmi vous. Et comment dire, je remercie donc André, Yves et puis Gilles d'avoir organisé cet événement pour dénoncer le scandale des marées vertes. Donc je me présente, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental, donc de la Femme solidaire, et comme l'a dit Gilles, j'ai été co-rapporteur d'un avis qui s'intitule « Comment favoriser une gestion durable de l'eau, quantité, qualité, partage en France face au changement climatique ». On a fait 23 préconisations, donc c'est un rapport qui est remis au gouvernement, et dans lequel évidemment on fait des préconisations très précises pour lutter contre les marées vertes. C'est la préconisation 14. Il y a 23 préconisations, c'est la préconisation 14. Vous pourrez la lire sur le site du Conseil économique, social et environnemental. Et ce que je veux vous dire, c'est que ça a été un combat assez épique au sein du Conseil, c'est la 3e Assemblée de la République, parce qu'évidemment, on a eu en face de nous la FNSEA qui s'est battue bec et ongle pour empêcher que, dans notre rapport, on fasse des recommandations qui demandent justement qu'il y ait une véritable lutte contre les marées vertes, et à commencer par une diminution des cheptels dans les zones les plus impactées par les marées vertes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le Conseil économique et social qui représente les employeurs, les salariés et toutes les associations du pays, il faut savoir que notre avis a été voté par une large majorité et que la FNSEA, malgré le lobbying qu'elle a mené en son sein, a été largement mis en minorité. Ils ont demandé qu'il y ait une sorte de solidarité du collège des employeurs, mais ils n'ont pas du tout été suivis, puisque même le MEDEF n'a pas voté leurs amendements et qu'ils ont été marginalisés au sein du Conseil. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est... ça veut bien dire que le combat qui est mené par Alto Marée Verte et d'autres associations est un combat tout à fait légitime et que dans la société française, il y a une majorité, du moins de ceux qui sont représentés au sein du Conseil économique, qui sont en harmonie avec les revendications de l'association Alto Marée Verte. C'est très important à savoir. Et moi, aujourd'hui, si j'ai été invité à vous parler, c'était aussi pour vous raconter un petit peu donc, le combat des ex-salariés de Triskalia qui ont été gravement intoxiqués par des pesticides. Et parce que je pense que la lutte qu'ils ont menée pendant près de 10 ans est assez exemplaire. Et d'ailleurs, je tenais aussi à leur nom à remercier donc Alto Marée Verte, l'association Sauvegarde du Trégor et du Patiel, qui ont été pendant tout leur combat à leur côté. Vous savez que ces salariés de Triskalia, quand ils ont été intoxiqués, donc c'était dans une usine de fabrication d'aliments pour bétail, à l'époque, les responsables de l'entreprise avaient utilisé d'une manière massive des pesticides interdits. Donc il y a eu sur 80 salariés, 40 qui ont été intoxiqués, et dont plusieurs très gravement.
à l'époque, donc c'était en 2009 puis en 2010, ils n'avaient pas trouvé de soutien, auprès du syndicat majoritaire de l'entreprise, et ils sont venus un peu, faute de trouver des défenseurs, ils sont venus me voir solidaire. J'ai pris en charge leur dossier pour les défendre, et ça a été évidemment extrêmement compliqué, parce que comme vous le savez, l'entreprise Triscalia était à l'époque, en 2009-2010, c'était la première coopérative agricole bretonne. Comme j'aime à le dire, c'était le navire amiral du lobby agricole breton, et en fin de compte, dirigé évidemment par les fournisseurs. Et pour résumer un peu et pour vous éclairer sur ce que représente l'entreprise Triscalia, qui depuis quelques années est devenue Eureden, donc c'est véritablement un État dans l'État. À tel point que quand les préfets de région arrivent en Bretagne, avant même de rencontrer le président de la région ou les responsables de l'administration ou les responsables de politique, ils rencontrent systématiquement des consignes qui se donnent depuis une cinquantaine d'années, ou même plus. Ils rencontrent les patrons du lobby agricole breton et bien évidemment les patrons de Triscalia. Donc quand les salariés ont voulu s'organiser en défense, évidemment ça a été très compliqué. Et faisant appel au syndicat solidaire qui n'était pas implanté, on n'était pas nous implantés dans l'entreprise, on a considéré que si on voulait gagner la bataille pour que leur préjudice soit reconnu et qu'ils soient indemnisés à travers le combat qu'ils ont mené au niveau judiciaire, il fallait absolument donc organiser un comité de soutien extrêmement large, ce qui a été fait. Et d'ailleurs, André, Yves et Gilles étaient aussi dans ce comité de soutien dès sa création. Mais on a créé un comité de soutien extrêmement large. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher un avocat spécialiste des problèmes des intoxications, que ce soit sur les pesticides ou bien l'amiante, en la personne de Maître François Lafont, qui est depuis eux aussi devenu l'avocat des victimes des marées vertes. Voilà. Donc, une fois que le comité de soutien a été mis en place, on a décidé de dénoncer le scandale social, sanitaire et environnemental que représentait l'intoxication gravissime des salariés. On a fait une conférence de presse à Paris, c'était en 2011, qui a eu un grand succès et qui a permis de lancer l'affaire. Ensuite, ce qui s'est passé, et je tenais à le souligner, c'est qu'il y a eu une synergie entre l'action syndicale, l'action citoyenne à travers le comité de soutien, et surtout aussi avec un relais médiatique extrêmement important, puisque là, il y avait Julien Vaillant du Télégramme qui était là, mais il y a eu des journalistes locaux, notamment je pense à Fabienne Richard de l'Ouest de France, et surtout Inès Guéraud, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a juste 10 ans. C'était lors du congrès de l'association Phytovictime, présidée à l'époque par Paul François, l'agriculteur qui a été intoxiqué gravement avec des produits Monsanto. Et Inès était venue en tant que journaliste de Radio France couvrir l'événement. Et je me suis retrouvé avec des victimes des pesticides de Triscalia, des salariés, le soir à dîner avec elle. Et elle nous avait annoncé qu'elle souhaitait réorienter sa carrière journalistique et faire plus de journalisme d'investigation. Et je lui avais dit, écoutez, si vous voulez vraiment faire du journalisme d'investigation, moi je vous invite à venir en Bretagne, il y a vraiment un champ d'investigation immense et vous verrez, vous ne serez pas déçus du déplacement. Donc c'est comme ça que c'est. Et ça a créé un émoi très très important dans l'opinion à l'époque, à tel point que il y a des citoyens, notamment je pense à Michel Bénard, qui en ayant écouté l'émission ont absolument voulu rejoindre le comité de soutien qu'on avait créé. Et il y a eu des comités de soutien qui se sont développés à travers toute la Bretagne, dans un grand nombre de villes. Et il y a aussi alors, un film qui est sorti, qui a été réalisé par Pierre Pézra, qui s'appelle Les Sentinelles, qui raconte l'histoire de Paul François, l'agriculteur intoxiqué par des pesticides de Monsanto, mais aussi l'histoire des salariés de Triscalia. Et ce film a circulé énormément dans un grand nombre de villes. Il n'a pas eu le succès du film de Pierre Jolivet et Inès Guéraud, Les Marées Vertes, mais il a quand même eu énormément de succès. Il y avait énormément de gens qui venaient voir le film et participaient au débat qui y suivait. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que
Ce qui a été important dans cette mobilisation-là, c'était aussi le relais médiatique qu'on a pu avoir, et ça a permis d'avoir une dimension. Alors, ce qu'on a pu gagner au niveau de la justice, c'est que les salariés ont gagné ceux qui ont été fournis par Solidaire, ils étaient 6. Ils ont gagné la reconnaissance de leur maladie, ça a été un très très long combat devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Ils ont fait condamner l'entreprise Triskalia 4 fois pour faute inexcusable de l'employeur. Ils ont réussi à faire reconnaître que leur licenciement qui avait suivi leur intoxication était non fondé, et donc ils ont reçu des indemnisations assez importantes. Et ils ont ensuite évidemment aussi porté plainte au pénal. Et actuellement, la plainte, donc après 10 ans, elle est toujours en instruction. Elle a été classée 3 fois. À chaque fois, ils ont fait appel avec Maître François Laforgue. Et la dernière décision qui a été prise, c'est par la juge d'instruction de Saint-Brieuc, malgré la demande de mise en examen de 2 responsables de Triskalia par le procureur actuel Nicolas Hetz, qui avait demandé leur mise en examen. Et la juge n'a pas suivi, alors sous des prétextes qui me semblent vraiment assez étonnants, si on peut dire, en disant que le patron de la filiale de Triskalia, qui était responsable des intoxications, finalement la plainte avait été déposée correctement par Maître François Laforgue, mais que dans la procédure, une des juges d'instruction, une des nombreux juges d'instruction, parce qu'il y en a eu 3 ou 4 en 10 ans, s'était trompée dans la dénomination de l'entreprise, l'entreprise nucléaire Triskalia, et faute de procédure, finalement, donc la juge a considéré qu'on ne pouvait pas poursuivre le responsable. Et ensuite, celui qui avait été un autre responsable du site, qui avait utilisé des produits interdits et qui l'avait reconnu, notamment dans une émission de la télé, donc envoyé spécial, où il était filmé en caméra cachée, il reconnaissait les faits. La juge a considéré que finalement les charges n'étaient pas suffisamment graves pour qu'il y ait les mises en examen. Donc, très récemment, donc, ce qui a été décidé par Maître François Laforgue, le syndicat solidaire et les victimes, c'est qu'on a fait appel devant la cour d'appel, et donc on attend maintenant la décision de la cour d'appel, et on espère bien qu'il y aura un procès pénal. Parce qu'on considère que c'est extrêmement important qu'il y ait des condamnations, que les crimes, si on veut, industriels, ne doivent pas rester impunis. Parce que, comme Maître Tessonnière l'avait si bien dit, c'est que empoisonner des gens avec des pesticides, c'est le crime parfait. Si vous voulez tuer quelqu'un, si vous le faites avec une arme, vous êtes sûr d'aller en prison. Si vous l'empoisonnez avec des pesticides, vous restez pratiquement rien. Donc nous, on considère, au niveau du syndicat solidaire, les victimes aussi le souhaitent, c'est qu'il y a un procès pénal pour qu'on dénonce le scandale sanitaire que représente l'utilisation massive des pesticides dans notre pays. Et vous avez dû voir que récemment, le gouvernement va encore annoncer un 4e plan éco-phyto, en sachant qu'il avait déjà pris l'engagement en 2008 de réduire de 50% les pesticides dans notre pays. Je vous rappelle que c'est plus de 66 000 tonnes de pesticides qui sont utilisés chaque année dans le pays, et que ce n'est pas en diminution, c'est plutôt en augmentation. Parce que comme les exploitations s'agrandissent de plus en plus, comme ça coûte moins cher d'étendre notamment du glyphosate que de traiter mécaniquement les mauvaises herbes, finalement, au lieu de diminuer la consommation de pesticides dans le pays, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc le gouvernement annonce des objectifs de diminution des pesticides, mais concrètement, sur le terrain, ça continue d'augmenter. Et évidemment, à chaque fois, c'est la FNSEA qui fait pression sur le gouvernement pour avoir des dérogations, pour que les plans ne soient jamais réellement appliqués et que les autorisations, notamment du glyphosate, soient perdues. Voilà. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que un des combats aussi qu'on a pu gagner, grâce à la mobilisation citoyenne, en sachant qu'on avait lancé une pétition sur change.org pour appuyer une démarche auprès de la commission des pétitions du Parlement européen, pour dénoncer donc le non-respect par la France des directives en matière d'utilisation des pesticides. Cette pétition avait obtenu plus de 86 000 signataires finalement. On a été auditionné par la commission des pétitions du Parlement européen, il y a 36 députés de tous les groupes qui siègent dans cette commission-là, et on a obtenu, suite à notre audition,
un audit en France sur l'utilisation des pesticides en France, qui a été diligenté par la DG Santé et qui a été véritablement accablant pour la France, qui a fait la démonstration que la France ne respectait pas les directives européennes en matière d'utilisation des pesticides. Donc ça a été un combat assez important et d'après ce qu'on a pu savoir à l'époque, c'est ce que nous a dit le commissaire européen à la santé, c'est que nous avions été les premiers citoyens en Europe à obtenir l'audit d'un État, ce qui était avant nous seul, disons, des prérogatives, soit des États membres de l'Union européenne, soit de la Commission elle-même ou du Parlement. Mais il n'y avait jamais aucun citoyen n'avait obtenu un audit. Là, très récemment, donc, il y a 4-5 mois, il y a un deuxième rapport qui a été publié, toujours accablant pour Triscalia, mais malheureusement, la Commission européenne ne propose pas de sanctions contre la France, parce qu'on avait demandé, nous, que, vu la gravité de ce qui s'était passé en France, et puis les alternativement de la justice, on demandait que la Commission européenne propose de sanctionner la France pour non-respect, notamment des circulaires liés à la protection des salariés. Bon, on n'a pas été suivi par la DG Santé et la Commission européenne, mais néanmoins, le fait d'avoir pu porter ce dossier à un tel niveau, ça a fait, je pense, avancer la prise de conscience collective, finalement, qu'on était dans une situation dramatique en matière d'utilisation massive des pesticides qui empoisonnent l'air, l'eau, et qui finalement étaient responsables, on le sait, et maintenant, ce ne sont pas les rapports qui manquent, notamment des autorités scientifiques, qui montrent que le développement des cancers sont notamment dus à l'intoxication massive des populations par les pesticides. Et comme le dit le professeur Sultan, un spécialiste de santé publique, il n'y a pas de victimes des pesticides, nous sommes tous victimes des pesticides, puisqu'on ne peut pas y échapper. Et singulièrement ici en Bretagne, l'eau, comme vous le savez, est très gravement polluée avec les pesticides et leurs métabolites. Et qu'en fin de compte, on nous dit que l'eau du robinet est potable, mais c'est parce qu'on ne cherche pas beaucoup de molécules et que donc, quand on ne cherche pas grand-chose, on ne trouve rien. Mais que si on fait des analyses très poussées, ce que nous demandons notamment dans notre rapport aussi sur l'eau, qui a été fait par le Conseil économique et social, on demande que l'état sanitaire des eaux de consommation humaine soit beaucoup plus poussé et qu'on ait une véritable photographie de la situation dramatique dans laquelle se trouvent la plupart des cours d'eau. Voilà. Je pense que je vous ai expliqué un peu ce qui était le combat des salariés de Triscalia. Et pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est que des victimes, par le combat qu'ils ont mené avec syndicats, avec le soutien des associations et puis aussi de certains politiques au niveau national ou au niveau européen, ils sont devenus des lanceurs d'alerte. Et je pense qu'ils ont permis de faire prendre conscience plus globalement de la dangerosité des pesticides et qu'il était temps de sortir. Voilà. Merci. La guerre des champs, par ce plan, Pierre nous fait le plaisir de faire l'ADER. Plus enlevée, hein, plus rigolote un petit peu que celle d'avant. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, mon plaisir, c'est d'aller chanter comme ça. Et ce que je fais de plus en plus, c'est d'aller chanter chez les gens. Parce que les concerts chez l'habitant, c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Donc si vous voulez entendre l'ensemble du répertoire, vous invitez vos amis chez vous et vous pouvez m'inviter. Moi, on fait ça au chapeau. En plus, les gens peuvent amener des petites tartes, des petits desserts, des petits tout ça, et ça fait une bonne soirée bien sympa. Voilà. Donc la dernière chanson que je vais vous faire, elle vient aussi de ma petite tête de Marnay, parce que vous ne connaissez pas la Haute-Marne, mais je peux vous dire quand même qu'on a des personnages illustres et qui sont nés en Haute-Marne, et notamment Diderot. Et nous, on a été à l'école, on a été biberonnés par Diderot. Alors Diderot, c'est les Lumières, c'est le siècle des Lumières. Enfin, c'est un peu rigolo de parler de ça aujourd'hui quand on vient de Rostronin, puisque la lumière, ça fait déjà 3 jours qu'on ne l'a plus. Mais on avait des profs qui étaient très fiers de ça et qui disaient « Demain, vous serez le peuple des Lumières ».
quand on voit aujourd'hui dans quelle situation on est, ça se voit pas tout de suite, disons. Alors, petite chanson folk, dont j'ai refait toutes les paroles. Ça fait pourtant longtemps qu'il ne mordait plus guère, vu qu'il avait cassé ses dents à la dernière guerre. On le croyait agonisant au fond de sa tanière. Il ne faisait plus peur aux enfants, ni même aux grand-mères. Et pourtant depuis peu, il est de moins en moins peureux. Il sort, il fait le beau, il crie comme un agneau. On l'a vu en bécane, promener dans les rues du village, une blonde qui ricane sur son porte-bagages. J'entends le loup chanter, oh, j'entends le loup chanter. Notre jeune président a toujours un beau pelage, et il nous parle comme un savant qui connaît tous les rouages. Et en même temps croit-il vraiment lui-même à son ramage? Ou bien veut-il tout simplement qu'on lâche le fromage? Et pourtant depuis peu, on entend des cris étouffées, la planète est en feu, faudrait peut-être se bouger. Rappelez-vous dans l'histoire, le corbeau qui a tout perdu, jura mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. J'entends le loup et le renard, j'entends le loup et le renard chanter, oh j'entends le loup et le renard, j'entends le loup et le renard chanter, oh. J'ai peur que mon cousin ne soit survivaliste. Il leur répète que c'est la fin, que c'est bientôt l'apocalypse. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais il est complotiste. Il veut rester dans son bloc-notes le dernier vivant de sa liste. Quand il a picolé, il sort et il crie à tue-tête, il dit qu'il faut résister. Il dit qu'il s'est armé, c'est pas un rigolo. Il s'est acheté une arbalète, moi je les ai à zéro, tout ça va mal se terminer. Moi dans 10 ans je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. Moi dans 10 ans je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et l'arbalète, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et l'arbalète, j'entends le loup et le renard chanter. Oh, j'entends le loup, le renard et l'arbalète, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup. L'hiver viendra les gars, l'hiver viendra, le peuple de Diderot, il s'en repentira. L'hiver viendra les gars, l'hiver viendra, le peuple de Diderot, il s'en repentira. L'hiver viendra les gars, l'hiver viendra, le peuple de Diderot, il s'en repentira. Le peuple de Diderot et son petit poulain sont passés dans les prés et ont mangé tout le foin. Voilà, merci.